Samuel de Champlain. Qui se cache réellement derrière ce nom si familier? On peut refaire son histoire 1000 fois, puis il y a de la recherche pour plusieurs générations encore. C'est un personnage mythique. Tiens, mon ami. Ce qui caractérise l'homme, à mon sens, c'est d'abord sa persévérance. Il est toujours resté fidèle à son projet. Pourquoi Champlain, à son époque, est-il un des seuls Européens capables de bâtir un climat de paix avec les Amérindiens? Ce qui le distingue des autres explorateurs, c'est cette volonté-là de créer des alliances. Il est celui qui a eu le plus d'ouverture à l'égard des Premières Nations. Champlain n'a jamais joué au noble. Champlain il était à la hauteur du monde. Pourtant né loin du pouvoir royal, il réussit à convaincre le roi Henri IV de coloniser la Nouvelle-France. Mon audace me surprendra toujours. Avec des outils rudimentaires, il arrive à tracer des cartes géographiques reconnues encore aujourd'hui pour leur qualité et leur précision. Champlain, c'est un cartographe de terrain. À l'époque, ça se fait pas du tout. Personne ne fait ça. Il a écrit des centaines de pages sur ses explorations, tout en ne révélant pratiquement rien de lui-même. Sans Champlain, il n'y a pas d'Amérique française. Champlain's dream was, in one word, a dream of humanity. Sa plus grande réalisation est le leadership exemplaire qu'il a mis au service de l'humanité. Dans la vision de David Hackett Fischer, nous vivons encore aujourd'hui avec l'héritage de paix et l'esprit de collaboration de Champlain. Voici le portrait renouvelé et fascinant de l'homme. Des nouvelles de France? Mauvaises, à ce qu'on dit. Il est hors de question d'abandonner Québec. In case that was not all clear for you, gentlemen, Champlain refuses to give up. Une chose est certaine, Samuel de Champlain était un personnage plus grand que nature. Militaire, cartographe, diplomate, ethnologue, illustrateur, écrivain et navigateur accompli, cet homme hors du commun aura traversé l'Atlantique 27 fois pour réaliser son grand rêve américain. Comment comprendre cet homme fascinant? En menant une enquête en profondeur, en suivant Champlain à la trace, sur le terrain, afin de reconstruire son parcours, et en nous entourant des gens qui le connaissent le mieux. L'historien américain David Hackett Fischer a consacré une partie de sa carrière à Samuel de Champlain. Son ouvrage, Le rêve de Champlain, nous fait découvrir son extraordinaire épopée. Il sera l'un de nos guides lors de ce grand voyage. Au cours des 6 prochains épisodes, nous allons suivre ses aventures d'une toute nouvelle façon. Pour nous aider à revivre la grande histoire de Champlain, nous serons accompagnés par 3 correspondants sur le terrain. Vincent Leclerc sera en Europe et aux États-Unis, Charles Bender en Ontario et Fabienne Labbé au Québec. En studio, notre archiviste précisera certains détails importants. Nous utiliserons une ligne du temps pour nous situer dans l'époque et nous permettre de faire des allers-retours dans l'histoire. Plusieurs spécialistes de renom nous aideront à mieux comprendre les différents enjeux. Dans le premier épisode, Champlain traverse l'Atlantique pour la première fois dans le but d'espionner les colonies espagnoles. Nous retournerons sur les lieux de son enfance à Brouage et nous questionnerons ses liens de parenté avec le roi de France, Henri IV. Les jeunes années de Champlain sont déterminantes pour la construction de l'homme et de son projet de Nouvelle-France. Ce rêve l'habite déjà depuis plusieurs années lorsqu'il traverse l'Atlantique pour la première fois en direction de la Nouvelle-Espagne. Reste quand même sur tes gardes, Samuel. Tu crois connaître la cruauté des Espagnols, mais c'est en France que tu les as affrontés, pas en Amérique. S'il fallait que ces conquistadors se mettent à douter de toi. Les intrus pris en Nouvelle-Espagne sont mis aux galères.
mise au donjon, bien mise à mort. Quant au châtiment réservé aux espions, je préférais la mort. Seigneur, habla. En 1598, cette partie de l'Amérique appartient aux Espagnols. Samuel de Champlain, alors fin vingtaine, veut espionner les établissements espagnols pour aider la France dans ses efforts de colonisation. Il profite de la seule faille de l'Empire espagnol, le manque de navires. Par un heureux hasard, les Espagnols affrètent un vaisseau français à destination de la Nouvelle-Espagne qui appartient à l'oncle de Champlain. Son oncle le charge de veiller à ses intérêts et Champlain monte à bord en tant que simple civil étranger. Champlain est en mission d'espionnage. Il dissimule donc sa véritable identité, car s'il est découvert, c'est la mort à coup sûr. Señor, habla. Habla, por favor. Sí. El señor quería saber cuándo la Tierra sería visible. Sí. Vale. Venga. Pourquoi les grandes nations européennes s'intéressent-elles tant à l'Amérique? D'une part, les Européens souhaitent mettre la main sur les métaux précieux qui se trouvent sur le territoire. On cherche de l'or. D'autre part, on veut trouver un passage vers l'Asie et prendre le contrôle de la route des épices en Orient. C'est un enjeu économique majeur à l'époque. La source de la puissance espagnole, c'est l'Amérique. C'est d'Amérique que viennent les richesses de l'Espagne, l'or et l'argent, qui permettent à l'Espagne de financer des guerres en Europe, qui permettent à l'Espagne d'être une grande puissance européenne. Les Français n'avaient pas le droit d'aller en Amérique espagnole. Il a pu y aller parce que les Espagnols avaient besoin de bateaux et ils avaient besoin d'équipage pour faire fonctionner ces bateaux. Durant ce périple, Champlain étudie les façons de faire des conquistadors et il éprouve rapidement une sympathie pour les peuples autochtones. He saw in particular the exploitation. He visited an island off the coast of South America, which was the center of the pearl fisheries. And it was a process that was called free diving. But the diving was the only thing that was free. These were divers who were first Indians, and he was shocked by the brutality of that business, generating great riches for Spain, but at extreme human cost. Le coût humain de la colonisation espagnole est effectivement très lourd. La population autochtone passe de 80 à 12 millions d'habitants, soit une chute de 85 %. Les épidémies, les massacres répétés, les déportations et les travaux forcés sont autant de facteurs qui expliquent cet effondrement. Ces méthodes dégoûtent Champlain et ce sera déterminant dans sa façon de bâtir la Nouvelle-France. He thought that the example of New Spain was an example to be avoided, and it began to shape a vision of another sort of empire in North America, in this region that was called on the maps New France. Mais tout d'abord, revenons à ses origines. Jeune adulte, Champlain voit grand. Mais d'où lui vient son ouverture d'esprit? Samuel est originaire de Brouage, une ville située sur les côtes de la Charente-Maritime. Brouage, aujourd'hui fusionné à un village voisin et nommé Hyères-Brouage, est un lieu déterminant dans le cheminement de Champlain. Au 16e siècle, Brouage est une ville côtière entourée de marais salants qui s'impose comme une plaque tournante du florissant commerce de sel. Et l'Amérique est une destination prisée. Samuel Champlain grandit ici, dans un univers cosmopolite où on peut croiser des pêcheurs et des aventuriers en provenance de contrées aussi exotiques que Terre-Neuve, que l'on appelle aussi la terre des morues. Pour ces hommes, le sel du Havre de Brouage est le seul moyen de conserver les produits de leur pêche. Leur récit d'un nouveau monde
berce l'imaginaire du jeune Samuel et stimule déjà son goût de l'aventure. Brouage, situé autrefois sur un étroit bras de mer, est alors entouré de hauts fonds. Il faut être un très bon marin pour manœuvrer dans ce port achalandé. Et c'est ici que le père et l'oncle de Samuel lui enseignent l'art de naviguer. On croit que Samuel aurait aussi fréquenté une académie à Brouage où il aurait reçu une formation de haut niveau, habituellement réservée aux nobles. Il y aurait notamment appris à dessiner, mais aussi à combattre. Et il ne va pas tarder à faire ses preuves sur le terrain en prenant part aux guerres de religion. Les guerres de religion, c'est l'affrontement entre des Français, mais qui ont choisi deux confessions et deux identités religieuses. D'un côté, les catholiques, la majorité des Français, et les protestants. C'est une horreur absolue, ce massacre. Cette guerre qui sévit en France et fait près de 3 millions de morts est grandement financée par les Anglais du côté protestant et par les Espagnols du côté catholique. Les Espagnols jouent un jeu important dans les rivalités entre les différents partis qui divisent le royaume de France. Ils financent d'abord la Sainte Ligue ultra-catholique, puis s'engagent militairement dans le conflit à ses côtés. Champlain grandit au cœur de toute cette tension. Brouage, la ville où il est né, est majoritairement catholique, tandis que la ville voisine de La Rochelle, où on est en ce moment, est le bastion du protestantisme. On croit que Champlain est né protestant et qu'il serait devenu catholique par la suite. Les conversions sont chose courante à l'époque. Champlain est plutôt quelqu'un qui cherche le compromis sur le plan religieux. Champlain est également quelqu'un qui sait vers où le vent va tourner, hein, et il a bien compris que les gens qui se convertissent dans l'entourage du roi, que la conversion du roi lui-même vont inciter bien d'autres hauts personnages à suivre le mouvement. Hein, et je pense que Champlain veut justement suivre le sillage de ces gens puissants pour espérer en avoir le maximum de bénéfices. Cette conversion d'Henri IV au catholicisme en 1593 a pour but avoué de pacifier le royaume. Mais il en est à sa troisième conversion, ce qui provoque aussitôt la méfiance et les foudres de la Ligue catholique. Ce regroupement armé, farouchement opposé à toute montée du protestantisme, se rebelle aussitôt contre le roi converti. Cette guerre de la Ligue est la 9e guerre de religion, a déchiré la France en moins de 40 ans. L'épisode le plus sanglant de ce conflit a eu lieu en 1594, en Bretagne, sur la péninsule de Crozon. C'est une forteresse naturelle tenue par les Espagnols qui ont construit un fort massif, leur donnant le contrôle sur toute la région. Comme de nombreux jeunes de son âge, Champlain rejoint les rangs de l'armée pour soutenir Henri IV face à cette invasion. Et à Crozon, il combat sur la première ligne et risque sa vie pour détruire le fort espagnol. Les combats durent plusieurs jours et causent de lourdes pertes du côté français, qui finit tout de même par remporter la victoire. Les Espagnols, eux, résistent jusqu'au dernier homme, si bien qu'aucun des 400 militaires défendant le fort ne sort vivant du siège. On nommera d'ailleurs l'endroit la Pointe des Espagnols, en hommage à leur courage. Cette victoire française ne met pas fin à la guerre, mais elle est capitale pour Henri IV. Donc en 1598, la France réussit à négocier une paix avec l'Espagne, et quelques semaines plus tard, l'édit de Nantes est signé. Donc Henri IV, sa force, c'est d'avoir réussi dans sa négociation à avoir la paix extérieure avec l'Espagne et la paix intérieure avec les protestants. À la fin de la guerre, Henri IV met en place l'édit de Nantes, un accord qui garantit aux protestants le droit de pratiquer leur religion. Il peut enfin commencer à s'intéresser au Nouveau Monde. Et Champlain dans tout ça? On l'avait déjà noté qu'il avait démontré une bravoure exemplaire pendant la campagne. Certainement, il ressort de cette période plus fort et plus expérimenté dans l'art de combattre et de commander. Cette expérience militaire lui sera d'ailleurs très utile dans la carrière qu'il allait entreprendre en Nouvelle-France. Donc, à la suite de la victoire d'Henri IV et de la proclamation de l'édit de Nantes, Champlain est démobilisé et il a le temps de réfléchir. Marqué par la violence et la cruauté de la guerre en Bretagne, il commence déjà à rêver de bâtir un monde meilleur. The humanism of Champlain grew in reaction against the inhumanity that he had seen soldiering in France. De nombreux autres soldats ont vécu la même expérience que Champlain sans pour autant en revenir habités par un rêve qui allait changer le monde. Mais qu'est-ce qui différencie Samuel de Champlain de ses contemporains? Il a accès à un mentor unique, le roi Henri IV.
Henri IV est surnommé le roi de cœur. C'est un homme chaleureux et un humaniste qui croit que tous les hommes sont égaux. Pensée remarquablement moderne pour l'époque. Fatigué des guerres de religion, il s'impose un médiateur en créant la première armée biconfessionnelle. Les sculpteurs de cette statue ont su capter la magnanimité du défunt roi. Sur la plaque, on le voit en train de distribuer du pain aux Parisiens. C'est quelqu'un qui a voulu faire rentrer la France dans la modernité et il a voulu faire revenir la prospérité dans le pays. C'est un roi qui aimait beaucoup le contact et qui aimait beaucoup le contact avec la population. Et c'était un homme qu'il était facile d'aborder, qu'il était facile de rencontrer. Le Paris d'aujourd'hui témoigne encore de la vision et du dynamisme d'Henri IV. C'est lui qui fait construire le jardin des Tuileries, avec l'allée qui mène au Louvre, là où il érige la galerie du bord de l'eau, qui fut longtemps la plus grande galerie d'Europe. Il conçoit les berges et les quais le long de la Seine, le Pont-Neuf. Il crée la place Dauphine. Il est aussi reconnu comme le grand bâtisseur du château de Fontainebleau et de ses jardins, où il adore recevoir des amis. Dans une société déchirée par les querelles religieuses, Henri IV a la capacité de voir les choses autrement. Il souhaite la paix et la prospérité pour tous les peuples de France. Le roi de cœur inspire certains de ses contemporains. Et Champlain est l'un de nombreux jeunes à vouloir suivre son exemple. Et il détient une longueur d'avance sur les autres. Henri IV fait de Champlain son jeune protégé. Bien que sa famille n'ait aucun lien de noblesse, elle entre très tôt dans l'intimité du futur roi. L'origine de cette relation reste un mystère et alimente les hypothèses. Certains croient que Samuel et Henri IV sont beaucoup plus proches qu'on le pense. Les spéculations sur les origines de Champlain l'ont suivi jusqu'ici, chez les Algonquins de la vallée du Saint-Laurent. En effet, l'un d'entre eux aurait affirmé que Champlain lui-même lui aurait dit être le fils du roi. Les Autochtones se sont transmis cette croyance par tradition orale pendant des siècles, jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans l'autobiographie de Black Hawk, grand chef amérindien de la région de l'Illinois, un ennemi d'Abraham Lincoln. Was a great Indian leader in his time. He was invited to write his memoir. He dictated it. And it began with a story about a man who can only be Champlain. It was one of his ancestors who formed a relationship with a Frenchman who said that he was the son of the King of France. He was a soldier, but he came in peace. Pour remonter aux origines, il faut se transporter en France, quelque part en Charente-Maritime. À l'époque de la naissance de Champlain, dans la seconde moitié du 16e siècle, c'est ici, à La Rochelle, que vit le prince Henri de Navarre, qui deviendra plus tard Henri IV, roi de France. Jeune adulte, Henri de Navarre s'adonne à un libertinage amoureux qui fait littéralement scandale à l'époque. On l'appelle le Vert galant. On lui connaît au moins 55 maîtresses en titre et pas moins de 11 enfants illégitimes connus. Et déjà très jeune, il a un nombre incalculable d'aventures sans lendemain. Le prince Henri trouve ses maîtresses un peu partout dans la région de Saintonge, qu'il parcourt de long en large. Ici, il y avait croisé la mère de Champlain. On ne sait pas exactement quand Samuel Champlain est né. Il faut dire que les historiens n'ont pas eu la tâche facile. L'enregistrement des naissances n'était pas obligatoire à l'époque et les archives municipales de Brouage ont toutes été incendiées vers la fin du 17e siècle. On s'en tient donc, quand il est question de sa naissance, à dire qu'elle a eu lieu à Brouage vers 1570. Maintenant, que sait-on des parents de Champlain? On en sait très peu. Sa mère, Marguerite Leroy, provient d'une famille de pêcheurs. Antoine Champlain, son père, est un simple marin. Mais malgré ses origines modestes, le rang social de la famille Champlain s'élève après la naissance de Samuel. La famille Champlain possède 3 propriétés au cœur même de Brouage. Samuel Champlain passe son enfance à jouer dans ces rues. Les maisons de la famille n'existent plus, mais leur emplacement et leur nombre témoignent d'une réussite financière importante. D'où vient la fortune des parents de Champlain? Antoine Champlain, le père, gravit les échelons de la marine jusqu'à recevoir du roi Henri IV lui-même le très convoité brevet de capitaine de la Marine royale de France. Et il n'est pas le seul membre de la famille Champlain à s'attirer les faveurs du roi.
One of his relatives in La Rochelle was made the whipper of the dogs in the royal kennels. And he was so proud of that title of piqueur de chien that he wrote it on all his legal documents. And there were jobs of that sort that suddenly were showered on this family. Et parmi toutes ces faveurs royales, à qui revient la plus généreuse? À Samuel Champlain lui-même. Dès 1601, il obtient du roi une pension annuelle. C'est pourtant bien avant son premier voyage au Canada et ses grands exploits qui feraient sa renommée. We have no hard evidence to support it, but we observe that Champlain, at the very beginning of his life, begins to be recognized as a person of higher rank than, in fact, his family had been. He becomes Samuel de Champlain. The particule de noblesse was given to him when he was a very young man before he'd done any of the things that we remember him for. Mais quelle que soit l'origine de cette relation, l'appui du roi rend la famille de Champlain prospère et est essentiel à la carrière de Samuel. C'est pourquoi, suite à sa mission d'espionnage en Nouvelle-Espagne, Champlain prend bien soin de préparer un rapport de qualité. Il intitule ce premier ouvrage « Bref discours des choses les plus remarquables que Samuel Champlain de Brouage a reconnues aux Indes occidentales ». Il existe 3 copies manuscrites connues de Brefs discours. Et c'est ici, à la bibliothèque John Carter Brown, à Providence, dans l'État du Rhode Island, que se trouve la copie la plus complète. Monsieur Saffion, qu'est-ce que contient Bref discours, en fait? En fait, le Bref discours, c'est un itinéraire que Champlain a fait sur un voyage dans les îles, les Antilles. Son rapport est truffé d'illustrations et de cartes dont la qualité est sidérante. Remarquez la précision avec laquelle il dessine la Guadeloupe. Non seulement il démontre beaucoup de talent, mais on se demande comment il a pu réaliser un tel exploit sans se faire démasquer. D'abord, il faut se rappeler que pour ce qui est de l'époque, on est en train de s'entre-espionner toujours. Chacun veut savoir, chaque nation. L'Angleterre veut savoir ce que la France fait, la France veut savoir ce que l'Espagne fait, sûrement. Le Portugal est actif, les Hollandais aussi. Donc, chacun s'entre-observe. Mais ceux qui sont en avance en Amérique, c'est bien sûr les Espagnols, ceux qui s'enrichissent le plus, ceux qui sont déjà là, et ils ont une longueur d'avance dans le temps. It's curious to wonder about what exactly he was doing there. Was he sent by Henry IV? It might have been so. On pourrait rire et dire c'est un espion, donc il y avait une mission d'intelligence, c'est sûr. Champlain avait des renseignements intéressants sur les possibilités offertes par l'Amérique espagnole. Il avait visité les ports. Il pouvait donner des informations utiles à des corsaires français dans le but d'organiser des attaques en Amérique espagnole. On a pas mal de détails qui ne correspondent pas exactement au voyage que Champlain aurait fait. Il y a des dates qui concordent pas ou des faits qui concordent? C'est pas qu'ils ne concordent pas. En fait, tout concorde très, très, très bien, mais on n'a pas l'évidence écrite. C'est comme un fromage suisse. Et en fait, il y a toujours des trous qu'on ne saura jamais exactement ce qu'il y avait dedans, parce que c'est très rare que des documents comme ça parviennent à notre jour. On croit que Champlain n'a pas pu tenir un journal ou consulter des cartes pendant ses déplacements en Nouvelle-Espagne, de peur de se faire prendre. Il aurait plutôt rédigé le bref discours de mémoire à son retour. Avec le recul, Champlain apparaît comme un observateur avisé et même un visionnaire. Il souligne la nécessité de creuser un canal à Panama. Comment réagit l'unique destinataire de son rapport, le roi Henri IV? Voilà qui était bien téméraire, Samuel. Tu as dû courir beaucoup de risques pour nous ramener ce rapport. Franchement, ton audace me surprendra toujours. Sire. Sully, veuillez vous assurer qu'il reçoive une pension à la hauteur de ce travail. Ce rapport est d'une valeur inestimable pour mes projets. Merci, sire, c'est trop. Mais non, vois ça comme un salaire. Tu agiras à titre de géographe pour moi. Je veux que tu poursuives ton étude sur nos possibilités d'expansion au Nouveau Monde. Bien. Mais sire, nous venons de faire la paix avec l'Espagne. Une expansion vers leur territoire nous replongerait assurément dans d'innombrables conflits. Le ministre a raison.
La région est trop bien protégée et leur exploitation des Indiens n'amène que conflits et violence. L'arrivée de la France ne ferait qu'empirer les choses. C'est pourquoi nous devons nous rabattre sur l'Amérique du Nord. Nous y avons déjà des prétentions et peu de nations européennes s'en préoccupent. Avec raison, cet endroit est invivable. Jacques Cartier, Robert Val, Chauvin, tous ont essayé d'y installer une colonie, en vain. Et pourtant, monsieur le duc, des sauvages y vivent. Nombreux. Ces territoires sont vastes et vierges, sire. Parfait pour y bâtir quelque chose de neuf. Une France neuve. Voilà qui nous ferait grand bien. Précisément, sire. Une nouvelle France.